qui peuvent aider les sociétés de microfinance islamique à donner des crédits. Deuxième élément, donc la microfinance conventionnelle, elle se base sur des intérêts, alors qu'au niveau de la finance islamique, donc la microfinance islamique, il se base sur la partage des risques. Ça, c'est très important. Au niveau du financement des plus pauvres, vous voyez ici dans le tableau, les plus pauvres sont laissés à côté, alors qu'au niveau de la finance islamique, les plus pauvres peuvent être impliqués dans l'inclusion financière. Donc ici, quand même, il y a d'autres types de comparaison. Donc, vu que le temps ne permet pas de traiter tout, je dois passer à d'autres choses. Cette fois-ci, au niveau du fondement, est-ce que c'est vrai, d'après l'histoire, qu'il y a un fondement pour la microfinance islamique? Si. Tout ce que vous connaissez, ce qui s'est passé avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une personne est venue lui demander ce qu'on appelle la charité. Il leur a donné 2 dirhams, un dirham pour subvenir ses besoins immédiats, et un autre dirham pour acheter un outil pour faire une activité. Après un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fidèle est revenu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire c'est bien, j'ai réglé mon problème, je deviens une personne autonome. La microfinance islamique défend ce qu'on appelle l'égalité et l'équité entre tous les composants de la société, à ne rien exclure. Donc il y a deux fondements. Au niveau des principes de base pour la microfinance islamique ou bien la finance islamique, comme vous le savez, il y a le premier principe, c'est le principe de l'interdiction de l'intérêt. Je ne vais pas y parler. Vous avez le principe de partage des risques. Donc vous partagez à la fois les pertes et les gains. Dans ce cas-là, la société, ou ce qu'on appelle le bailleur de fonds, était inclus dans le projet. Donc vous avez l'interdiction, ce qu'on appelle l'incertitude, et d'après la définition de l'incertitude, donc il n'est pas accepté. Donc l'incertitude signifie tout échange à caractère aléatoire possédant un élément vague, un élément imprécis, ambigu, incertain, caché ou dépendant d'autres événements. Donc la chose doit être sûre et certaine. Donc vous avez encore le principe de l'interdiction de plaisir. Donc vous avez encore le principe d'interdiction de transactions portant sur les éléments prohibés par la religion, tels que le tabac, le vin, ainsi de suite. Vous avez le principe d'existence d'actifs tangibles. Ça c'est très important. Autrement dit, la finance islamique ou la microfinance islamique qui se positionne au niveau de ce qu'on appelle l'économie réelle. Ça c'est important. Et va en concordance avec ce qu'on appelle la théorie classique et la théorie classique, qui vous dit que la contrepartie de la masse monétaire et des flux financiers, c'est les biens et les services. Donc, on va s'éloigner de ce qu'on appelle les produits dérivés, ainsi de suite. Donc, vous avez le principe, encore la transparence, c'est-à-dire lorsqu'on va inclure avec notre client le contrat, donc il faut lui dire ce qui va se passer. Les produits de la microfinance islamique. Donc, premièrement, vous avez ce qu'on appelle le microcrédit. Au niveau de la microcrédit, vous avez deux typologies. Vous avez le microcrédit qui se base sur ce qu'on appelle les éléments à caractère non but lucratif et un autre qui est à but lucratif. Concernant le monde non lucratif, ce qu'on appelle le microfinance au titre de série. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Comme élément, vous avez zakat, l'offre, sadaqa, al-qard, al-hasad. Au niveau du monde lucratif, au titre de développement, pour développer bien sûr la société, vous avez le murataha, donc le mudaraba, le musharaka avec ces deux typologies, ce qu'on appelle le musharaka définitif et le musharaka dégressif. La micro-épargne. La micro-épargne, encore c'est important. Donc, il ne faut pas simplement donner à la personne de l'argent, mais il faut lui permettre encore aussi de l'argent d'épargner auprès des sociétés de microcrédit. Au niveau de ce produit, vous avez ce qu'on appelle le compte Wadia, et vous avez le compte basé sur ce qu'on appelle le Mudaraba. Au niveau, un autre élément qui est important encore, trois éléments, c'est ce qu'on appelle le micro-leasing. On connaît tous Ijara, hein? Donc, Ijara, c'est vrai qu'il y a une petite différence avec ce qu'on appelle le leasing, que vous le connaissez, hein? Mais globalement, c'est l'allocation des immobilisations. Vous avez la micro-assurance islamique, ce qu'on appelle encore Takaful. Donc, ça c'est important. C'est un modèle de microfinance islamique à but non lucratif. C'est-à-dire, M. Abdoulaye, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? D'établir un modèle. Et ça, notre soufflance, on n'a pas malheureusement de modèle. Vous voyez ici les donateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire les donateurs? Ils peuvent vous donner sous forme ce qu'on appelle le fonds de zakat. Une autre partie va louer ce qu'on appelle le waqf,
Sadaqa et l'actif physique. Si je dois les regrouper, donc vous avez ici directement, je dois former les gens pour faire des projets. Je dois encore, quelquefois, vous êtes obligé à les aider instantanément sur le champ, ce qu'on appelle le filet social de sécurité. Donc c'est formation avec l'aide instantanée. Donc on va l'affecter directement ce qu'on appelle la population inactive. La population inactive, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Donc on leur donne le fonds, on leur fait le temps, donc ils vont devenir une population qui est active. Cette population active, il faut le regrouper, ce qu'on appelle, donc encore ici, il faut que ce regroupe se forme ce qu'on appelle takafoul. Donc cette population qui était déjà complétée inactive vont devenir une population active, peuvent épargner, ainsi de suite. Cette fois-ci, au niveau du bilan de la microfinance islamique, malheureusement, vous voyez des statistiques frappantes. Le poids que représente la finance islamique représente 0,5 dans la microfinance mondiale. C'est rien, hein, vous savez, c'est négligeable. Une étude qui a été faite donc, par la banque, malheureusement encore par la Banque mondiale, qu'est-ce qu'elle a montré? Vous voyez ici les pays. Donc en tête, vous avez l'Indonésie avec 105. Donc les autres chiffres sont trop mêmes. La population visée, en premier lieu, sont les femmes. 90% en Bangladesh, 60% en Indonésie, 80% en Jordanie. Cette fois-ci, le bilan de la microfinance n'est pas produit. Malheureusement, comme a été évoqué par mes collègues, 70% des produits islamiques sont sous forme de mourabah. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire même les banques islamiques sont en train de commettre des erreurs. L'enquête menée par ce qu'on appelle la réseau de la microfinance Sanabil en 2012, qu'est-ce qu'il a montré? Donc, que ici, le mourabah représente 41%, que des pauvres représentent 3%, ainsi de suite. L'essentiel, le mourabah, c'est le produit phare qui existe dans ce qu'on appelle la finance islamique. Au niveau de la localisation, comme a dit encore mes amis, 80% des populations visées par la finance islamique sont des pays non islamiques. Malheureusement, en premier lieu, vous avez ce qu'on appelle l'Indonésie, vous avez ce qu'on appelle la Bangladesh et l'Afghanistan. Bon, ici, la microfinance islamique en Indonésie, donc je m'excuse, donc je n'ai pas encore assez de temps. Hein. L'essentiel, c'est parmi les pays qui ont développé la microfinance, c'est l'Indonésie. Vous avez la Bangladesh, avec des chiffres, ainsi de suite. Vous avez le Pakistan qui a fait un gros pas pour développer la microfinance en parallèle avec ce qu'on appelle la microfinance conventionnelle. Au niveau de la Thaïlande, comme vous connaissez, c'est un pays musulman, n'est-ce pas? Et ce produit, il a gagné aussi au niveau de la Thaïlande. Hein? Au niveau, c'est ce qui est frappant, au niveau, c'est un tableau, donc d'après l'enquête faite par Sanabil, cette fois-ci, la microfinance islamique dans les pays musulmans. Le Bahreïn, le nombre d'institutions de microcrédit, vous voyez ici, c'est 1%. Quel est le nombre de clients? Presque rien. Presque négligeable. L'Égypte, une institution. Combien? 1%. L'Irak, 3%. 8%. Vous voyez, ce sont des chiffres trop minces et maigres, n'est-ce pas? C'est comme si nous ne sommes pas des pays musulmans. Donc, la perspective cette fois-ci. La perspective. Donc, l'avenir, donc, il est prometteur pour le pays arabe, car d'après des études, on vous dit qu'après, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? 40%, parce que 50% de l'épargne de la population musulmane, qui représente 25% de la population mondiale, sera gérée par la finance dite islamique. Une minute, pas plus. Les enquêtes, il y a maintes enquêtes menées. Ils vous disent, en conclusion, vous avez l'Indonésie qui vous dit 40% sont avec la finance islamique. La Suède, 46%. L'Algérie, 20,7%, c'était l'enquête menée en 2006, sont avec la finance islamique. Yémen, 40%. La Jordanie, 24 jusqu'à 32%. Même la France, hein, même la France veut que la finance microfinance islamique soit installée avec 47%. La dernière enquête, comme on le trouve, c'est le cas de Maroc. L'enquête menée en 2012, qu'est-ce qu'il montre? 14, je m'excuse, pour la population marocaine et avec la microfinance. Enfin, les défis et les gros problèmes. Comme a été évoqué par M. Frissi, le gros problème, en premier lieu, comme a dit Jean Boudin, hein, donc pas d'être humain, pas de richesse. Il n'est de richesse que d'hommes. Ça, c'est la vérité. Donc la carence de la main-d'œuvre qualifiée. On n'a pas une main-d'œuvre spéciale et qualifiée dans ce domaine. Malheureusement. On se focalise sur un seul produit. Et ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Il y a quelques produits qui sont trop coûteux. Par exemple, le mourabah.
Donc il faut chercher un minimum pour chercher ce qu'on appelle le low cost, c'est-à-dire réduire le. Donc la recherche, le développement, il est très timide, pas de recherche. Donc il y a un autre problème, ce qu'on appelle l'ALIA, dite morale, hein, ça c'est important. Hein. Vous avez un problème de supervision des gouvernements. Et on voudrait que la finance islamique doit avoir une vocation qui est dite mondiale, non pas simplement musulmane. Donc merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. شكرا لك أستاذ مراد على هذه الإفادة، يعني تطرقت فيها إلى التمويل الأصغر هنا في المغرب ومحاربة الفقر، والتمويل الإسلامي والمشروعات الصغرى والتمويل، هناك مقارنة بين التمويل الإسلامي والمشروعات الصغرى والتمويل التقليدي. وأنت تكلمت عن مبادئ النظام المالي الإسلامي، إحصائيات التمويل الإسلامي الأصغر في العالم العربي، يعني لذلك نحن ندعو المصارف الإسلامية دائما أن تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها ذات أهمية كبرى للتنمية الاقتصادية جمعاء وللاقتصاديات الدول العربية، وإن شاء الله حتى ننتهي من فيما يسمى بعقود المداينات، ونبدأ الآن في عقود تنموية جديدة للمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة. شكرا لك أستاذ مراد. والآن مع الدكتور حكماوي عبد العاطي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني، مدير مركز أعمال صادر في مجموعة الشركة العامة. سيقدم إن شاء الله بحث في التمويل المالي الإسلامي، أسسه، تحدياته، وآفاق تمويل الاقتصاد المغربي. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. Dans un premier point, je voudrais exprimer mon réel plaisir d'être parmi vous autour de cette table. Et j'étais aussi surpris épaté par le niveau d'organisation qui a été établi par le comité d'organisation de cette manifestation, dont les retombées, nous espérons, Inch'Allah, seront riches en termes académiques, en termes d'enseignement, par rapport à la thématique de notre colloque. Alors, mon intervention, mon papier, si vous voulez, s'intitule « La finance islamique, fondement, défis et enjeux pour le financement de l'économie marocaine ». Alors, j'ai adopté un plan classique, une première section, si vous voulez, les fondements de la finance et ses solutions, et surtout l'originalité, si vous voulez, méthodologique, c'est de donner des arguments économiques par rapport à ce point. Deuxième section qui me semble aussi tout aussi importante, les conditions d'une meilleure intégration de la finance islamique au Maroc. Et enfin, qu'est-ce que nous escomptons? Quels sont les effets escomptés que nous espérons par rapport à cette finance islamique pour refinancer l'économie marocaine? Alors, je vais commencer من حيث انتهى صديقي Snassni, quand il avait dit il faut qu'on adopte une vocation, il faut que la finance islamique ait une vocation mondiale. En effet, la vocation, l'économie islamique constitue un paradigme à mettre en évidence et à mettre en relief. C'est un paradigme économique à part entière puisqu'il est basé sur un certain nombre, un système de valeurs, une conciliation entre intérêt individuel et intérêt social, entre vie morale et vie matérielle. Alors quels sont ces principes et ces instruments, rapidement, sans vouloir se répéter par rapport à ce qui a été dit, nous divisons les principes en principes restrictifs et principes positifs. Alors, premièrement, l'interdiction du riba. Premier argument économique, c'est que la monnaie est considérée dans le système économique islamique comme étant un simple intermédiaire des échanges.
et non pas réserve de valeur. Deuxième élément, c'est qu'un prêteur ne peut pas prétendre à un rendement sans aucune contrepartie réelle de production. Troisième élément, si vous voulez, une économie basée sur la finance islamique est une économie forcément non inflationniste à moyen et long terme. Et là, vous conviendrez, lorsque un prêteur bénéficie d'un crédit et que son projet est voué à l'échec, il est obligé de payer et le principal et les intérêts sans aucune, même s'il n'y a pas une contrepartie réelle en termes de production. L'interdiction des activités illicites, la finance islamique se veut une finance saine, éthique et responsable. Et là aussi, vous conviendrez que tout l'engouement autour d'une problématique nouvelle de la RSE, qu'on appelle responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, des thématiques qui sont aujourd'hui en vogue. Toujours maintenant, dans les cadres, si vous voulez, des principes restrictifs, l'interdiction de vendre ce que l'on ne possède pas. Donc le seul élément qui justifie la perte ou le profit, c'est la propriété. L'interdiction des échanges différés de valeurs étalants, et là, par rapport aux produits dérivés, ça a été soulevé tout à l'heure, tout l'élément, si vous voulez, dans les opérations de change, soit il y a des opérations spot, soit des opérations à terme. Donc les opérations à terme qui ne sont pas finalisées au préalable du contrat, ils sont complètement interdits. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet, si vous voulez, de sur- ou sous-évaluation qui peut bénéficier à l'un des deux contractants. Principe positif, rapidement, le risque excessif, l'incertitude, l'aléa morale dont on a parlé tout à l'heure, la symétrie ex-ante ou ex-post, la spéculation et la thésaurisation sont complètement interdits. Les termes de l'échange doivent être clairement identifiés, clairement connus. Donc tout l'élément incertitude est prohibé et là on tend vers une meilleure symétrie contractuelle une meilleure symétrie contractuelle, ou une meilleure symétrie informationnelle, comme vous voulez. La spéculation est un fléau déstabilisateur de l'économie et tous on se rappelle lorsque, par exemple, dans les années 90, George Soros avait annoncé qu'il y aurait possibilité de retrait de fonds massifs et tout l'effet que ça a eu sur certaines places asiatiques. L'adossement de chaque transaction à un actif réel, et là je ne saurais trop insister, hier ça a été soulevé aujourd'hui même, donc la réelle adéquation entre l'économie réelle et l'économie financière. Aujourd'hui, le gap est de le 1/10, 60 milliards par rapport à 600 milliards d'actifs financiers. Donc on comprend tout le gap entre cette économie réelle ou économie financière. Principe positif aussi dans le cadre des principes, la participation aux pertes et aux profits. Toutes les parties prenantes doivent assumer leur prise de risque respective. Et là, il y a une meilleure redistribution de richesses, d'abord partage et redistribution des richesses. Donc, le partage, il est équitable entre bailleurs de fonds, entre force de travail et capital. Maintenant, si vous voulez, les solutions que propose, je ne vais pas m'attarder, j'ai essayé de raccourcir hier la présentation puisque d'autres sessions se sont longuement attardées sur cela. D'autres solutions, les instruments de dette pour la Bahal, Ijara, Salam, Cessna et les instruments participatifs. Maintenant, la question qui se pose, quelles sont les conditions requises pour que l'on intègre au sein du Maroc cette finance islamique? Nul ne peut contester que, primo, l'implication des autorités publiques est un préalable. Les contraintes d'ordre fiscal, c'est un élément aussi, il n'est pas des moindres, un élément de taille, et l'on comprend aussi l'échec qu'ont eu les solutions alternatives depuis 2007 à travers les surtaxations, et surtout que les opérations financières des banques islamiques sont assimilées à des opérations commerciales, taxées l'un à 20% et l'autre à 10%, sur ce genre d'aberration. Donc il faut absolument
que l'on soit équitable et que l'on ait cette volonté d'encourager la finance islamique. Une réelle volonté de rendre les produits islamiques plus compétitifs. On conviendrait que si un client, même s'il est convaincu des principes de la charia, des principes islamiques, mais s'il trouve que le produit est coûteux, on se pose des questions. Les contraintes relatives à un marché d'assurance, ça ne sert à rien d'émettre un produit d'assurance islamique sans une couverture, couverture islamique en termes d'assurance. Enfin, et je pense aussi un point qui est très important, et ça a été soulevé sur un certain nombre d'interventions hier, il faut absolument qu'on crée un marché monétaire ad hoc dédié à cette finance islamique, à l'instar de ce qui a été fait au Bahreïn avec le Liquidity Management Center et le marché interbancaire au Malaisie. Parce que si les banques islamiques ne trouvent pas ces solutions pour gérer soit les excédents, c'est le cas qui est un peu le moins probable, mais surtout de se refinancer dans le cadre d'un marché monétaire à très court terme. Les contraintes relatives au capital humain, je pense que c'est l'un des défis majeurs de la finance islamique. Ça a été soulevé ce matin par notre invité de l'Angleterre. Donc, non, cette difficulté où l'enjeu est encore plus, le défi est encore plus difficile à relever dans le sens où l'on doit avoir en même temps des jurisconsultes et des spécialistes en ingénierie financière. Et en dernier lieu, si vous voulez, la mise en place d'institutions de recherche et de veille stratégique par rapport à cette finance islamique pour pouvoir innover par rapport à ce domaine. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi la finance classique est-elle innovante? Parce que l'horizon, il est vague. Dès que l'on sort de l'univers de l'incertitude, dès que l'on est dans l'incertain, on tombe dans les options, dans les autres produits hybrides, etc., etc., première, deuxième génération, troisième génération, et probablement on aura les quatrième et cinquième et sixième générations. Parce qu'on est toujours dans ce cadre incertain. Les contraintes relatives, à mon avis, à la communication est aussi important parce que c'est très intéressant à travers soit des solutions participatives ou des solutions de souscription à des secours, surtout lorsque les tendances des taux sont, la tendance est baissière des taux d'intérêt. J'en ai pour 2 slides, je fais court. La finance islamique est une opportunité pour drainer plus d'investissements. Bon, on comprend l'enjeu lorsque la finance, vous avez un niveau d'épargne qui est faible et a fortiori volatile, qui est à très court terme. Et les besoins d'investissement s'inscrivent dans le moyen et long terme. On comprend l'inadéquation. En l'absence de ressources naturelles à même de dégager des excédents de balance commerciale, l'attrait des investissements étrangers, surtout des pays du CCG, constituera un levier important en termes de croissance. Et là, quelques exemples, si vous voulez, de marchés à développer, notamment les marchés de secours et le marché du private equity. Dernière, si vous voulez, à mon sens, la liste n'est pas exhaustive, les solutions de la finance islamique ou les instruments de financement peuvent être une aubaine pour la PME, surtout lorsque l'on sait que cette PME a une grande insuffisance en termes de fonds propres. L'endettement, elle recourt massivement à l'endettement et donc ça réduit, si vous voulez, son niveau d'autonomie sur l'entreprise. La banque de monde exige plus de garanties et les frais financiers donc, sont excessifs aujourd'hui, excessifs également, et surtout le caractère de l'asymétrie de l'information qui caractérise ces PME jugées opaques par leur structure et qui n'inspirent pas la confiance des bailleurs de fonds. Enfin, si vous voulez, une grande question qui s'impose aujourd'hui, c'est que a-t-on réellement et la volonté, si vous voulez, surtout la volonté pour créer une plateforme internationale? Et là, si vous voulez, je fais allusion au pôle asiatique en Malaisie, pôle au Bahreïn. Il en manque un pôle important en
en Afrique du Nord et surtout dans la zone MENA. Alors est-il temps, dans cette ère post-révolutionnaire, qui a donné, si vous voulez, des signes de grande stabilité politique, donné des signes quand même de résistance de l'économie marocaine, alors n'est-il pas le temps pour pouvoir créer de la Casablanca Finance City une véritable plateforme en finance internationale? Autrement, nos voisins qui sont à côté, ils pourront profiter, que ce soit le voisin algérien ou voisin tunisien. Et pire encore, l'on doit attendre l'an 2020 ou l'an 2030 pour que le FMI, les instances internationales, puissent, si vous voulez, nous dicter d'intégrer cette finance islamique. Et je vous remercie. شكرا إليك دكتور الحكماوي على هذه المداخلة الطيبة المباركة بورك. يعني تناول الباحث في هذه المداخلة مبادئ المالية الإسلامية وواقع المالية الإسلامية في المغرب، إضافة إلى آفاق تطور المالية الإسلامية باعتبارها مناسبة للدول الإسلامية وغيرها من الدول العالمية. أيضا تناول شروط تطبيق المالية الإسلامية في المغرب وشروط الموضوعية لذلك. نشكركم مرة أخرى أستاذ الحكماوي. الآن مع مداخلة جديدة ومع أستاذ الدكتور مراد حاصل على ماستر في الاقتصاد والمالية الدوليين، وحاليا يشغل منصب مسير مالي ومدني مؤسسة تعليمية عامة. موضوع المداخلة البنوك الإسلامية ظهرت التنمية. فأفدنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر جميع المنظمات التي شاركت في إحياء هذا الحفل العلمي، منها مركز دراسات البحوث الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وكلية الحقوق في وجدة. Mon intervention s'intitule Les banques islamiques et leur rôle dans le développement. Tout d'abord, je vais commencer par donner une définition très simple des banques islamiques. Les banques islamiques sont des institutions bancaires qui exercent toutes leurs activités, toutes leurs opérations de financement, de dépôt, etc. en conformité avec le droit islamique, c'est-à-dire la charia islamique. Les banques islamiques présentent certaines spécificités comparativement avec leurs homologues conventionnels, soit en termes de ressources, en termes d'emploi, en termes des risques qu'ils rencontrent lors de l'exercice de leurs activités, ainsi qu'en termes de l'organisation interne des banques islamiques. Ces dernières années, un nombre important de banques et institutions financières au niveau international ont démontré leurs intérêts pour la finance en tant que finance alternative, en offrant des produits financiers compatibles avec les principes de la charia et en créant des filiales des banques islamiques. L'engouement et l'attractivité de la finance islamique ont été renforcés avec la crise financière actuelle, du fait de sa résistance aux effets néfastes de la dite crise, ainsi que du fort potentiel de stabilité que renferme la finance islamique. Ce pouvoir stabilisateur ainsi attribué à la